Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 5e et dernier webinaire de la semaine de l'accession à la propriété organisé par le réseau Annie Ladil. Ce soir, nous accueillons Ladil du Tarn qui clôture cette série de webinaires en vous restituant les différentes étapes d'un projet immobilier, incluant l'offre d'achat, la rétractation, le compromis de vente, le notaire. Ce webinaire s'organise de la façon suivante. Vous aurez une présentation sous un format de questions-réponses suivi d'un temps d'échange d'une dizaine de minutes où l'on répondra à vos questions. Je tiens à rappeler que seules des notions générales seront abordées ce soir. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre ADIL pour vous faire accompagner et sécuriser votre projet immobilier. Pour les cas particuliers, nous vous invitons à vous rapprocher de l'ADIL la plus proche de chez vous, dont vous pourrez retrouver les coordonnées sur le site de l'ANIL à la rubrique « Votre ADIL ». Je laisse maintenant la parole à Hélène, que nous allons écouter avec la plus grande attention. Merci beaucoup. Donc, il est vrai que le projet d'accession à la propriété doit être vu de façon extrêmement transversale, puisque pour sécuriser son projet, on va avoir un environnement de l'opération qui doit être entièrement abordé. La localisation, le choix du bien, est-ce qu'on est dans le neuf, est-ce qu'on est dans l'ancien, quel contrat on va souscrire, est-ce qu'on achète en individuel, est-ce qu'on achète en collectif, quels sont les financements qui vont être mobilisés, quelles sont les incidences fiscales qu'il va y avoir, et évidemment, quels sont tous les modes d'accession à la propriété qui, au regard des contrats, vont permettre d'avoir de la sécurité sur le contrat ou pas du tout, en fonction des choix que l'on va faire. Force est ainsi de constater que tous les possibles doivent être visités. Alors, si on regarde déjà au niveau des contrats, quels types de contrats peuvent être proposés et par quels professionnels. Donc, effectivement, tout va dépendre du projet d'accession, puisque les contrats signés vont différer selon que l'on achète un bien neuf, selon que l'on achète un bien dans l'ancien, ou si l'on fait construire, et il y a bien sûr sur la construction, l'acquisition du terrain et le contrat dédié. D'accord. Donc en fait, dans l'ancien, par quoi va commencer cet engagement ? Alors l'engagement, il commence par des pourparlers, qui n'est pas une notion juridique. Donc on va se mettre d'accord sur les conditions de la vente, les conditions de l'opération, et on va avoir ce qu'on appelle des avant-contrats. Alors, il faut quand même se méfier de ces avant-contrats parce que ce sont des contrats en tant que tels. Donc, on a trois types de contrats. Alors, le premier contrat que l'on peut, en tant qu'acquéreur, avoir envie de poser sur la table, c'est la promesse d'achat. Cette promesse d'achat, en fait, c'est l'acquéreur qui s'engage à acheter à un prix, des conditions déterminées, et on laisse le choix au vendeur, en fait, de dire je veux vous vendre ou je ne veux pas vous vendre. Donc, ce sont des contrats que l'on rencontre, notamment lorsque il y a des pressions, il y a moins de biens en vente, et c'est un contrat qui peut permettre un peu au vendeur de faire monter les enchères. Donc, le mieux, c'est quand même sur ce type de contrat de mettre un délai de validité pour pas que le vendeur ait 2-3 mois pour répondre, contrat par lequel on a déjà un début d'engagement. Donc ça, c'est le premier type de contrat. Le deuxième type de contrat, alors c'est très variable en fonction des territoires, c'est une promesse de vente. Donc on appelle ça une promesse unilatérale de vente où le vendeur s'engage à vendre à l'acheteur qui se ménage un délai d'option. En fait, qui dit, écoutez, on va regarder si effectivement le bien correspond exactement à ce que je souhaite. Et dans ce cas, il est fréquent de payer ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation qui globalement est le prix de son choix. Et cette indemnité d'immobilisation, on peut être amené à la perdre si effectivement tout se passe comme il faut, etc. et qu'au final, on ne souhaite pas lever l'option. On a ensuite ce qu'on appelle une promesse, alors, en termes de terminologie, promesse synallagmatique de vente, où on appelle ça très fréquemment le compromis de vente. En fait, la vente est parfaite entre les parties. On a un vendeur qui souhaite vendre, un acquéreur qui souhaite acheter, donc on a bien une rencontre des volontés entre le vendeur et l'acquéreur, et du coup, globalement, on va dire la vente est parfaite, mais on va attendre la réalisation des conditions. Et si les conditions se réalisent,
la vente doit avoir lieu. Donc, le contrat qui engage le plus, globalement, est un compromis de vente ou cette fameuse promesse synallagmatique de vente. Alors, d'ailleurs, le recours à un professionnel sera obligatoire? Alors, le recours à un professionnel est obligatoire sur certains actes, notamment l'acte notarié de vente ou le contrat de promotion immobilière, de vente à l'état futur d'achèvement, qui doit impérativement passer par l'intermédiaire d'un notaire. Mais lors de ces promesses d'achat, de ces promesses de vente, de ce compromis de vente, le recours à un professionnel n'est pas obligatoire. Cela étant, ça engage déjà tant acquéreur que vendeur. De nombreuses mentions doivent y figurer. Il doit y avoir des diagnostics, on le verra plus tard. Donc, il est de plus en plus fréquent, dans le cadre de la négociation, en fait, de passer dès ces avant-contrats par le recours à un professionnel, qu'il soit agent immobilier, qu'il soit notaire. Mais bien que ce ne soit pas obligatoire, c'est quand même de plus en plus conseillé pour vérifier l'identité des vendeurs-acquéreurs, pour voir si on a bien inséré toutes les conditions suspensives. On va en reparler également. Donc, c'est quand même bien d'avoir, pour sécuriser déjà ces avant-contrats, de passer par un professionnel. On peut tout autant déjà vérifier, une fois qu'on a le projet de contrat, on peut vérifier aussi avec un conseiller de la DIL s'il y a des clauses à rajouter, s'il y a des choses qui posent problème, ou juste apprendre à lire les clauses juridiques. Alors justement, Hélène, vous parliez des conditions suspensives. On parle fréquemment d'actes conclus sous conditions suspensives, mais qu'en est-il? La condition suspensive, elle va permettre, lorsqu'on avance dans le projet, elle va permettre de se dégager du projet si elle n'est pas réalisée. Donc, la condition suspensive légale obligatoire, c'est la condition suspensive de recours à un prêt. C'est-à-dire que si l'acquéreur déclare recourir à un prêt et qu'il n'a pas ce prêt, à ce moment-là, le contrat tombe sans frais puisque la condition suspensive n'a pas été réalisée. On peut avoir également, si on achète un terrain pour construire, on peut avoir une condition suspensive d'obtention du permis de construire. Le permis de construire est refusé, ça fait tomber l'acte sans indemnité. On peut avoir d'autres conditions suspensives. En étant un peu plus imaginatif, on peut avoir par exemple, j'achète sous condition suspensive de revente de mon bien. Donc c'est possible de l'insérer, mais il faut savoir que plus on va mettre de conditions suspensives, plus l'acte va mettre du temps à se réaliser et moins il sera juridiquement sécurisé. Mais cela étant, si on est dans une situation où effectivement l'acquisition ne peut se faire que parce qu'on aura revendu son bien, à ce moment-là, on peut tout à fait intégrer ce genre de clause. Après, en termes de conditions suspensives, il ne faut pas que ce soit l'acquéreur qui ait empêché, bien sûr, la réalisation de la condition. Donc, il faudra quand même démontrer qu'on a fait toutes les démarches nécessaires, qu'on a engagé par exemple, la demande de prêt, qu'on a engagé la demande de permis de construire, pour effectivement pouvoir se prévaloir de bonne foi de la non-réalisation d'une condition suspensive et ainsi permettre d'être dégagé en fait de son engagement. D'accord. Donc en fait, en résumé, quelles sont les conséquences de ces conditions suspensives? Donc, la condition suspensive se réalise, je suis engagé, je suis obligé de poursuivre la relation contractuelle. La condition suspensive ne se réalise pas et à ce moment-là, je suis dégagé de mon engagement contractuel et le contrat tombe comme s'il n'avait jamais existé. D'accord. Et finalement, est-ce qu'on peut revenir sur sa décision d'achat une fois que l'avant-contrat est signé? Et de quel délai dispose-t-on pour déposer les demandes administratives et financières? Enfin, comment on s'y retrouve dans tout ça? On va s'y retrouver parce que déjà, on va recevoir le contrat, soit en main propre, donc notamment s'il est signé devant notaire, cet avant-contrat, on est toujours sur un contrat préparatoire à la vente. Soit effectivement le contrat, notamment on peut penser au contrat de construction de maison individuelle qui va être envoyé par courrier recommandé. Et donc, tous les contrats qui visent l'acquisition d'un bien immobilier entre non professionnels ou entre un professionnel et un non professionnel,
tous ces contrats ouvrent droit à ce qu'on appelle un délai de rétractation. Ce délai de rétractation, il donne en fait un délai de 10 jours qui court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre ou de la remise en main propre. Donc, il ouvre un délai de 10 jours pour dire finalement, je ne poursuis pas mon opération. Hein. Pourquoi? Bon, la nuit porte conseil. Donc, on se dit au bout de 2-3 jours, non, finalement, en termes de budget, ça va être compliqué, ou finalement, c'est loin des services, ou oh ben non, le bien ne correspond pas tout à fait à l'ensemble des critères, mais ça ne correspond jamais à l'ensemble des critères, mais aux critères principaux de mon choix sur l'accession. Donc, je vais pouvoir bénéficier de ce délai de rétractation de 10 jours. Alors, on a également un délai de réflexion. Le délai de réflexion est beaucoup plus rare. Il n'est présent que lorsqu'il n'y a pas eu d'avant-contrat, qu'on a un contrat de vente définitif, où là, on a pendant un délai de 10 jours, une possibilité de revenir en arrière en fait et de dire finalement je ne souscris plus à ce contrat. En termes de délai, on va avoir, il faudra être vigilant parce qu'on aura un délai de X jours pour déposer les demandes et on n'a pas forcément à en justifier, mais dans le cadre de la réalisation du contrat, ça participe toujours de la bonne foi. On avait un délai de 1 mois par exemple pour déposer les demandes de prêt, il faut quand même respecter les délais qui ont été indiqués dans le contrat. Mais le délai de rétractation est vraiment quelque chose de très généraliste. On n'a pas besoin de justifier. C'est juste non, finalement, je n'achète pas. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Alors justement, de quel type d'informations dispose-t-on lors de la signature de cet avant-contrat? Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur les diagnostics immobiliers? Alors, ces fameux diagnostics, ils sont obligatoirement transmis lors de la signature de la promesse de vente, qu'elle soit unilatérale, où il n'y a que le vendeur qui s'engage, ou signalamatique, donc lorsque les deux personnes s'engagent. Ça participe d'une très bonne idée, puisque on va acheter dans l'ancien, si on parle d'une acquisition d'un ancien, on va acheter un bien en l'état. Et hormis le vice caché, mais qui est une notion juridiquement extrêmement complexe à faire valoir, on va acheter le bien en l'état. Or, comment savoir, une fois qu'on a visité le bien, on l'a visité 1 fois, 2 fois, en zone très tendue, parfois, on doit se décider dans l'espace de 1 heure pour savoir si on achète le bien ou pas. Et donc, en fait, ces diagnostics vont permettre d'avoir une vision un peu plus sereine de la qualité du bien. Donc, en fonction de la date de construction, en fonction de la situation du bien, on va avoir le diagnostic de performance énergétique qui va nous renseigner sur les consommations conventionnelles moyennes sur le bien. On va avoir un diagnostic électrique, on peut avoir un diagnostic sur le gaz s'il y a accès au gaz de ville. On va pouvoir avoir le diagnostic amiante, on va pouvoir avoir le diagnostic plomb, est-ce qu'il y a du plomb dans le logement, est-ce qu'il n'y en a pas. On va avoir un diagnostic qui va nous renseigner sur les risques naturels et les risques technologiques liés au bien. On va avoir également un diagnostic assainissement si jamais il n'y a pas l'assainissement collectif. Donc ce sont tout autant d'éléments qui méritent vraiment que l'on s'y arrête. Alors, le retour des gens, c'est souvent de nous dire « Ah oui, mais il y avait tellement de choses à lire que du coup, on n'a pas tout regardé. » C'est vrai, parce qu'on se retrouve avec quelques centimètres de documents à lire et il est extrêmement important de prendre le temps, si on n'a pas trop le temps, d'au moins lire les synthèses. Si, par exemple, on a un diagnostic électrique avec des anomalies, bon, c'est fréquent, c'est quelque chose qui est rencontré fréquemment. Ça va aussi déterminer les travaux qui devront être engagés. Parce que je veux mettre un système électrique de chauffage, si j'ai déjà des anomalies, je sais que lorsque la personne va vouloir intervenir, un artisan va par la suite vouloir intervenir dans mon logement, s'il y a trop d'anomalies sur le système électrique, ça veut dire qu'il faudra le refaire. Donc, ce sont vraiment des éléments qui renseignent de façon très précise sur l'état du bien et c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec attention, même si on a l'impression que c'est un peu fastidieux.
oui, tout à fait. Alors, ça permet effectivement d'anticiper les travaux futurs. Euh, et finalement, est-ce que dans le cadre de l'acquisition d'un terrain, est-ce qu'on a les mêmes démarches? Alors, on va retrouver les mêmes notions de promesse de vente, de promesse d'achat. Après, si c'est un lotissement, on a des délais pendant lesquels on ne peut signer que des promesses unilatérales de vente. Mais il est important, en revanche, si on n'achète que le terrain, il est très important d'insérer un délai de rétractation. Le délai de rétractation sur l'achat du terrain n'est possible que s'il est prévu dans le contrat. Du coup, il va falloir effectivement demander l'insertion de ce délai de rétractation. Et en termes de diagnostic, on a moins de diagnostic. En revanche, sur l'achat d'un terrain, on aura l'étude G1 dont on parlera tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai que sur l'acquisition d'un terrain, on parle de diffus, de groupés, de lots, de terrains viabilisés. Est-ce que ça a une importance? Oh, ça a beaucoup d'importance. On va avoir, bon, le lot, c'est l'acquisition d'un bien dans un lotissement. Donc, on va avoir le règlement du lotissement, qui est globalement la norme de construction qui va s'appliquer sur le lotissement. On va avoir ensuite un cahier des charges, qui est globalement un peu le mode de vie dans le lotissement. Un terrain en diffus, c'est un terrain qui n'est pas viabilisé, sur lesquels on n'a pas de réseau qui arrive, où il va falloir prévoir, où il va falloir anticiper l'arrivée des réseaux, ce qu'on appelle jusqu'au droit du terrain. Donc, ça va concerner l'arrivée de l'électricité, du téléphone, l'arrivée de l'eau, l'assainissement. Et donc, ces frais de viabilisation peuvent complètement déstabiliser l'opération d'accession. Je vous prends l'exemple du chemin d'accès. S'il n'y a pas de chemin d'accès, il va falloir le créer. Qui dit créer un chemin d'accès en fonction de la déclivité du terrain, en fonction de l'éloignement du dernier poteau électrique, ça va générer des frais qui vont être importants et qui devront impérativement être connus lors de la demande de financement. Donc, si on est sur du groupé, si on est sur une vente de lot, si on est sur du terrain viabilisé, ces éléments-là sont inclus dans le prix du terrain. Si on est en diffus, ça veut dire que c'est l'accédant du terrain, la personne qui va acheter le terrain, qui va devoir les prendre en charge. Et ces frais ne seront pas forcément chiffrés de façon très fine dans un contrat de construction de maison individuelle. Ils seront approximatifs. Donc, il est très important de savoir en amont si le terrain est proche des réseaux, s'il a été viabilisé. Si on est en lotissement, c'est globalement là où c'est le plus facile. Si on achète en diffus, ça va être un peu plus compliqué. Et est-ce que l'acquisition d'un terrain en lotissement va suivre les mêmes règles ou non? Alors, comme je vous le disais, on aura le cahier des charges, on aura le règlement intérieur. Il y a ensuite le moment de la commercialisation des lots, qui est important. Est-ce que le lotisseur a l'autorisation de commercialiser les lots ou pas? En revanche, on va avoir au départ, si le lotissement est à ses débuts, on va avoir uniquement la possibilité de signer une promesse unilatérale de vente où on a par contre un délai de rétractation et on va verser une somme de maximum 5% du prix d'acquisition. Une fois que les travaux de lotissement sont achevés, en revanche, là, on repasse sur un peu le droit commun, on pourra signer soit une promesse de vente, soit un compromis de vente. Dans le cadre du lotissement, en plus du règlement de lotissement du cahier des charges, on aura également le plan de bornage qui fera partie du dossier administratif du lotissement. D'accord, je vous remercie pour ces éléments précis sur le lotissement. Alors j'ai une autre question, on entend parler de l'étude de sol. Est-ce que cette étude de sol, elle est obligatoire et quels sont les terrains concernés? Les terrains constructibles. D'accord. Donc, effectivement, dès que l'on achète un terrain à bâtir, et à partir du moment où on est sur une zone argileuse, effectivement, l'étude du sol géotechnique, alors les études de sol, il y en a deux types. Une étude de sol un peu générale qui ne fait que déterminer la nature du terrain, qu'on appelle l'étude G1, et l'étude du sol qui va être beaucoup plus précise parce que adaptée
à un projet qui est l'étude G2. Voilà, ce sont des études de sol qui vont permettre de déterminer notamment s'il faut des fondations spéciales pour la construction. Donc, globalement, l'étude du sol a été rendue obligatoire depuis en fait, le 1er octobre 2020 pour éviter justement d'avoir des surprises sur… Alors, avant 2020, on pouvait trouver, et c'est là un bel exemple de conditions suspensives, on pouvait tout à fait trouver une promesse de vente d'un terrain à bâtir avec une condition suspensive de réalisation d'une étude du sol qui ne faisait pas apparaître de fondation spéciale. Dorénavant, on a l'étude du sol et on va savoir effectivement que, a priori, sur le terrain, il va y avoir ou pas des fondations spéciales à réaliser. D'accord. Donc, effectivement, cette étude de sol, elle informe l'acheteur des risques potentiels liés à la sécheresse ou à d'autres… Oui, l'hydratation, la déshydratation des sols. Et c'est vrai que c'est important de l'avoir parce que ça a aussi des conséquences sur le coût de son projet. D'accord. Et finalement, à quel moment est-ce que l'acquéreur va devoir payer les différents frais, tout ce qui est frais de notaire, etc. Alors, sur les compromis de vente, promesses de vente, s'ils sont faits devant notaire, il va y avoir une avance sur frais qui va être demandée dès l'avant-contrat. Si effectivement il y a rétractation ou non-réalisation des conditions suspensives, ces frais seront bien entendu remboursés. Alors, on parle tout à fait improprement des frais de notaire, puisque dans l'enveloppe de 8 à 10% des frais de notaire, globalement, ce sont essentiellement des taxes qui sont collectées par le notaire et reversées directement aux services fiscaux. Et donc, du coup, on va avoir ces frais qui vont être pas payés immédiatement, mais qui vont notamment sur l'acquisition d'un terrain ou sur l'acquisition d'un ancien. Ces frais seront bien sûr à prendre en compte dans le financement, puisque sur l'ancien, ils peuvent représenter jusqu'à 10% du prix. On va avoir également des frais d'agence. Alors, si on passe effectivement par un professionnel, voilà, qui a fait signer un bon de visite, qui a permis la rencontre entre l'acquéreur et le vendeur, sur la base de mandat de vente, bien sûr, le professionnel a droit à une rémunération et cette rémunération, il est déterminé dans le mandat de vente à la charge de qui elle est. Donc, là aussi, c'est très variable en fonction des territoires. On a parfois des mandats de vente qui prévoient que les frais seront à la charge de l'acquéreur, ou il peut y avoir également le mandat de vente qui prévoit que les frais sont à la charge du vendeur. Dans ce cas, les frais du professionnel intermédiaire, globalement, sont intégrés dans le prix de vente, et c'est pour ça qu'on voit FAI, frais d'agence inclus. Ça veut bien dire que les frais sont inclus dans le prix de vente et que donc ils sont payés par le vendeur. Mais on peut trouver sur le territoire des mandats de vente où les frais sont payés par l'acquéreur. Et du coup, ils devront se rajouter au financement, bien sûr. Alors, Hélène, vous nous avez parlé de l'acquisition dans l'ancien, de l'achat d'un terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être sur le contrat de construction d'une maison individuelle? Alors, très brièvement, on a le contrat de construction de maison individuelle qui est, voilà, c'est sa dénomination, il existe depuis 1990 et il sert à protéger l'acquéreur puisque l'acquéreur est le maître d'ouvrage, puisque là on passe sur de la construction, puisqu'il est à prix et délai convenu, c'est-à-dire que normalement il est sans surprise, on signe au début, on a un seul interlocuteur, le constructeur de maison individuelle, qui va faire lui intervenir dans des entreprises, mais on n'a qu'un seul interlocuteur et on a un prix définitif, ferme et définitif, et un délai de construction avec une garantie de livraison. On peut avoir ensuite, c'est une démarche tout à fait différente. On a un projet, on a besoin d'un professionnel pour être accompagné sur la définition de ce projet, sur la mise en œuvre de ce projet. Et donc, on va souscrire un contrat de maîtrise d'œuvre avec un maître d'œuvre, avec un architecte, qui va accompagner également sur la signature et le choix des entreprises qui interviendront sur le chantier. Alors, on est là sur un contrat moins protecteur,
puisque le prix initialement n'est pas forcément déterminé de façon très précise. Il n'y a pas de garantie de livraison, il n'y a pas de garantie de délai convenu. Donc, on est sur un contrat qui est un peu moins protecteur, mais qui n'a pas la même vocation, puisque c'est vraiment être accompagné pour un projet bien précis. On peut avoir ensuite une troisième possibilité de construction, qui est dire, je fais le maître d'œuvre, hein, et c'est moi qui vais souscrire avec chaque entreprise des contrats d'entreprise, hein, c'est son nom, et qui vais gérer le chantier. Voilà, sans maître d'œuvre. Donc, on a encore moins de garanties, hein, sachant que voilà, l'intervention des différentes entreprises, etc., doit être gérée de façon très stricte, hein, pour pouvoir avancer. Et on va avoir ensuite la possibilité de faire de l'autoconstruction. Nous, très ponctuellement, on va pouvoir avoir recours à des entreprises, mais globalement, on est maître d'œuvre et on fait soi-même ses travaux. Donc, en fait, le choix est sur la sécurité juridique, mais il est aussi sur le mode constructif. Et finalement, alors sur ce type de contrat, est-ce qu'on a des possibilités de se rétracter? Et qu'en est-il des conditions suspensives dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Alors, en principe, on aura toujours les conditions suspensives d'obtention du prêt, hein, puisque on est là sur des règles d'ordre public, donc du droit de la consommation. Les délais de rétractation existent également, mais pas sur tout. Hein. Alors, on l'a sur le contrat de construction de maison individuelle, sur le contrat d'entreprise, on n'a pas forcément de délai de rétractation. Là, on passe sur du droit de la consommation. Je suis un consommateur, je souscris avec un professionnel. Du coup, si le contrat est établi hors établissement, hein, c'est-à-dire il est établi chez moi, à ce moment-là, j'aurai également le délai de rétractation. C'est pas la même origine, c'est de la consommation, c'est pas de la construction, mais normalement, on peut quand même avoir un délai de rétractation. Et rien n'empêche d'en mettre un. Et contractuellement, on peut toujours intégrer un délai de rétractation. Et alors, si j'achète sur plan, quels seront mes interlocuteurs et quels contrats vais-je signer parmi les contrats que vous nous avez exposés? Alors, dans l'ancien, je vais signer une vente d'immeubles à rénover, pourquoi pas, hein, c'est un contrat qui est relativement récent, qui n'est pas encore voilà, très répandu. Et dans le neuf, je vais signer ce qu'on appelle une vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire que j'achète sur plan et je n'aurai qu'un interlocuteur. Du coup, ce n'est pas un constructeur, c'est un vendeur. Ça a quelques conséquences, notamment en matière de livraison. On va parler de livraison, pas de réception. C'est également un contrat qui est très encadré, avec également des garanties, avec des contrats de réservation ou pas, des délais, des sommes qui peuvent être versées, mais si on verse des sommes, il peut y avoir des garanties de remboursement. Donc, on est là aussi sur un contrat qui est extrêmement encadré, mais tout comme sur le contrat de construction de maison individuelle, on a un seul et même interlocuteur. D'accord, alors merci beaucoup pour ces précisions. J'ai une autre question qui concerne l'assurance dommage-ouvrage. Alors, c'est vrai qu'on entend parler de ces termes, l'assurance dommage-ouvrage, la garantie décennale, la police unique de chantier. Comment fonctionnent ces garanties et quelles sont les obligations qui y sont attachées? On va commencer par la plus facile, la garantie décennale, qui est en fait, ce qui est l'assurance de celui qui participe à l'acte de construction et qui, pour tous les désordres qui peuvent naître dans les 10 ans suivant la réalisation de la construction, en fait, on a cette possibilité d'être garanti sans faute. Hein, c'est juste parce qu'on a un problème sur la solidité, notamment un problème sur la destination, c'est plus rare, où effectivement on peut se retourner contre celui qui a participé à l'acte de construire avec cette garantie décennale. On a ensuite la garantie, l'assurance dommage-ouvrage. Cette assurance dommage-ouvrage est obligatoire. Voilà, c'est le maître mot. C'est pas pour le particulier qui fait construire, par exemple, ce n'est pas sanctionné. Il n'en demeure pas moins qu'elle est obligatoire. C'est une assurance très importante parce que c'est une assurance de préfinancement des désordres. Hein. Donc, ça veut dire que si on a un sinistre, on ne se pose pas de questions. On fait sa déclaration à l'assurance dommage-ouvrage, quitte elle à ce que se retourne contre la garantie décennale. En fait, on peut
alors très grossièrement dire que la garantie décennale, c'est l'assurance du constructeur, l'assurance dommage ouvrage, c'est l'assurance du maître d'ouvrage. Donc, c'est l'assurance de celui qui fait construire. La police unique de chantier, souvent, va permettre, elle, d'avoir des garanties sur le chantier. Garantie en cas de vol, garantie en cas de sinistre, avant la livraison ou la réception du bien. Merci beaucoup pour ces éléments, Hélène. J'ai une petite question dans le chat. Alors, on voit souvent des annonces qui précisent que les frais d'agence immobilière sont à la charge du vendeur, mais ils figurent clairement dans le prix de vente. Pourquoi les faire figurer dans le prix de vente s'ils sont à la charge du vendeur? Est-ce une arnaque? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas une arnaque. C'est une question, c'est-à-dire que ça permet de déterminer, dans le mandat de vente, il est bien prévu que ces frais sont payés par le vendeur. Hein. Et effectivement, dans l'acte de vente, il est obligatoire d'avoir le prix global qui va être payé. On aura donc frais d'agence, hein, mais en fait, ils ne sont pas exclus du prix. On a le prix général, dont les frais d'agence. Et ce qui peut être intéressant, c'est donc les frais d'agence sont payés en fonction de ce qui est marqué dans le mandat. L'acquéreur ne connaît pas le mandat. Okay, si effectivement les frais d'agence étaient payés par l'acquéreur, il n'y aurait pas de droits de mutation, donc les fameux frais de notaire, hein, mais ce sont bien des droits de mutation qui seraient payés sur ces frais d'agence. S'ils sont inclus dans le prix, en fait, on va payer des droits de mutation sur les frais d'agence. Mais lorsque l'acquéreur souscrit son acte de vente, si les frais d'agence qui sont prévus dans le mandat sont dans le prix global, en fait, le prix global ne va pas permettre de déterminer la répartition entre les droits de mutation sur le prix et pas de droits de mutation sur les frais d'agence. Ce n'est pas du tout une arnaque, c'est la pratique qui veut ça. Merci beaucoup pour ces précisions, Hélène. Eh bien, je tiens à vous remercier pour votre participation et pour votre présentation très claire. C'est ainsi et avec brio que se termine cette semaine de l'accession à la propriété organisée par le réseau Annie Ladil. Si vous n'avez pas pu assister à l'un de nos webinaires, sachez que vous pourrez retrouver les replays à partir de lundi après-midi sur notre chaîne YouTube ou sur le site de l'ANIL à la rubrique Actualité. Nous vous remercions pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez porté à nos présentations sur le thème de l'accession. Mesdames et messieurs les futurs propriétaires, si vous avez besoin d'une information en matière de logement, n'oubliez pas, frappez à la bonne porte, celle de votre ADIL. Tous ces juristes vous attendent pour vous apporter une information neutre et gratuite en matière d'accession, mais également sur tous les sujets juridiques en lien avec le logement. Pour trouver les coordonnées de l'ADIL la plus proche de chez vous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site www.anil.org à la rubrique Votre ADIL. Bonne soirée à tous, encore merci Hélène et à très bientôt. Au revoir.